Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue donc à ce magazine qui ce soir donc se penchera sur la question de la présence des jeunes migrants donc d'origine d'Afrique subsaharienne qui aujourd'hui errent à Lyon. Et ils sont majoritairement regroupés donc dans le premier arrondissement de Lyon. Apparemment donc mon invité n'a pas son retour et donc en attendant que les choses s'arrangent côté technique, on va vous proposer cette brève ponctuation musicale. Le soleil découvre le ciel sournois. Le feuillage élève sous le feu des rayons la magie des chants des grillons. Chaque matin dès que le soleil brille, je pense à ce paysage, ma nostalgie. Abanga est le nom du village que j'aimerais, quel que soit mon âge, me ressourcer dans ces forêts. Je reviendrai. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être des nôtres donc dans cette édition de Tam Tam Tropical. De mon côté, donc, techniquement, les choses sont à point. Mon invité fait signe également que tout se passe bien. Donc, notre invité de ce soir est Nathalie Perrin-Gilbert, maire de Lyon 1er. À l'entame, je vous le disais, je ne suis pas sûr que vous m'avez entendu, amis auditeurs, donc... il est question ce soir de jeter un regard sur cette centaine de jeunes qui, depuis plusieurs mois, sont dans la zone du premier arrondissement de Lyon. Ces jeunes sont des migrants, visiblement d'origine d'Afrique subsaharienne. Et c'est des mineurs, visiblement également. Et ce qui est fort préoccupant, c'est qu'au 31 août dernier, ils occupaient une salle dédiée aux associations et ils ont été mis dehors. Cette phrase semble être dérangeante et donc, qui mieux que Madame le maire pour nous parler de ce qui s'est passé réellement. Nathalie Perrin-Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Pardon, j'ai failli écorcher. Il n'y a pas de mal. Je ne l'ai pas fait. Ce sujet est très prenant. Personnellement, je suis très touché et je m'efforcerai de rester assez objectif pour comprendre. Au 31 août, les réseaux sociaux se sont enflammés. On annonçait que des jeunes migrants mineurs vont être expulsés d'une salle. Que s'est-il passé au 31 août ? Alors d'abord, les jeunes n'ont pas été expulsés de la salle puisque depuis le 20 juillet, date à laquelle nous avons ouvert la salle, nous avions expliqué que nous étions là sur un acte d'urgence humanitaire dans une salle qui normalement accueille des associations à l'année et qui pendant les vacances est vacante. Il faut savoir que ces jeunes dont vous parlez, ces mineurs, migrants, avant d'être des migrants, ce sont des enfants. Et ils le disent eux-mêmes, sont des enfants du monde. Et ils dépendent d'une loi et ils dépendent d'une protection qui est la protection de l'enfance. Au-delà de leur origine, au-delà de leur nationalité. Et cette protection de l'enfance, dans notre pays, doit s'appliquer à tous les enfants qui se déclarent isolés et qui ont moins de 18 ans. L'État a confié il y a quelques années cette mission de protection de l'enfance au département. Et c'est un sujet complexe et c'est pour ça qu'il me faut l'expliquer un petit peu. Donc ce sont les départements qui aujourd'hui sont en charge de la protection de l'enfance et de l'enfance en danger et donc de ces mineurs. La métropole de Lyon a été créée au 1er janvier 2015 et a pris les compétences du département du Rhône. Et donc depuis le 1er janvier 2015, c'est la métropole de Lyon, c'est son président, monsieur David Kimmelfeld, qui sont en charge de la protection de tous les mineurs. Depuis 2013, et c'est une circulaire de Madame Taubira,
il est prévu que un mineur qui n'a pas de papier en arrivant sur le territoire ou dont les papiers sont abîmés, et on peut bien le comprendre parce que quand un mineur a traversé le désert, quand il a été emprisonné en Libye, quand il a traversé la Méditerranée dans les conditions qu'on connaît, eh bien souvent ces mineurs n'ont pas de papier pour prouver leur minorité. Et donc ce que prévoit la circulaire de Madame Taubira de mai 2015, c'est que les départements, et donc à Lyon, la métropole, mettent immédiatement à l'abri ces mineurs. Donc tout mineur qui arrive sur le territoire et qui se déclare mineur, même s'il n'a pas de papier d'identité prouvant sa minorité, doit être mis à l'abri, et c'est la compétence de la métropole. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons ce soir Nathalie Perrin-Gilbert, qui est maire du 1er arrondissement de Lyon. Elle nous éclaire sur cette situation fort préoccupante de cette centaine de jeunes qui se trouvent donc depuis le 31 août dernier. Alors, j'ai presque envie de réagir, c'est pas depuis le 31 août. J'allais poursuivre en disant qu'ils dorment à la Belle Étoile, oui, et que ça fait plusieurs mois qu'ils sont dans cette zone du 1er arrondissement. Et comment comprendre qu'ils aient choisi de rester seulement au 1er arrondissement? Alors, pourquoi ils sont sur le premier? C'est que la métropole, qui est donc en charge de l'accueil et du premier accueil de ces mineurs, a délégué cette mission d'accueil à une association. Cette association s'appelle Forum Réfugiés. Et donc la métropole a passé un contrat avec Forum Réfugiés, un marché, comme dit le directeur de Forum Réfugiés. Et Forum est chargé de faire le premier accueil de ces enfants. Et il se trouve que Forum, depuis avril 2018, a été installé par la métropole rue Néret sur le 1er arrondissement. Et donc, depuis avril 2018, tous les jeunes qui arrivent notamment gare de la Pardieu, quand ils arrivent d'ailleurs d'Espagne ou d'Italie après avoir fait un périple souvent périlleux et épuisant, eh bien, sont conduits, y compris par les forces de l'ordre auxquelles ils se présentent, rue Néret, au 20 rue Néret, sur le premier. Et normalement, ils devraient être immédiatement mis à l'abri par Forum Réfugiés, qui, au moins pendant 5 jours, et ça c'est la loi qui veut ça, 5 jours de mise à l'abri immédiate. Quand vous dites 5 jours, c'est sans condition. C'est 5 jours sans condition. Est-ce que c'est ce qui, à l'observation, est fait aujourd'hui? Ce n'est pas ce qui est fait. Allez. Ils doivent être mis à l'abri pendant 5 jours. Et pendant ces 5 jours de mise à l'abri, où en même temps ils peuvent se reposer, éventuellement être soignés, reprendre quelques forces, eh bien ils doivent être évalués, enfin leur situation doit être évaluée quant à leur minorité, quant à leur isolement, par une équipe pluridisciplinaire, bienveillante et avec la présomption de minorité qui est inscrite dans la loi. Or, qu'est-ce qu'il se passe? En avril et mai, Forum Réfugiés arrivait à peu près à accueillir ces jeunes et à la mettre à l'abri tout de suite et pendant 5 jours. Et puis, parce que la métropole ne trouve pas ou ne veut pas trouver de solution dans les foyers pour ces jeunes-là, eh bien les jeunes, au lieu de rester 5 jours au sein de Forum, ils restent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et il n'y a que 25 places rue Néret. Alors bien sûr, les nouveaux jeunes qui arrivent trouvent porte close et non plus d'accueil immédiat, ce qui est tout à fait illégal. Donc, qu'est-ce qui leur arrive? Ils toquent à la porte de Forum Réfugiés, donc au 20 rue Néret, et là, au lieu de les accueillir immédiatement, on leur donne un rendez-vous. On leur dit « revenez dans 10 jours ». Et le jeune, il est laissé à la rue pendant 10 jours. Ensuite, il vient à Forum, où là, au lieu d'avoir une évaluation qui se passe pendant ces 5 jours de mise à l'abri, l'évaluation de sa situation se fait entre 45 minutes et 2 heures, et au lieu d'être faite par une équipe pluridisciplinaire, se fait par une personne dans un bureau, et quand il y a un interprète, ça se fait par téléphone. Et ensuite, le jeune est remis à la rue, le temps que la métropole, et ça peut durer 2 à 3 semaines, confirme l'avis de Forum Réfugiés sur la situation. Ça veut dire que ces enfants, qui ne devraient jamais être à la rue, sont à la rue, en effet, et dorment, comme vous le dites, dans les jardins du premier, pendant 1 mois, voire plus. Merci pour cet éclairage-là et à l'écoute. Et c'est bien ce que nous avons noté, effectivement, c'est que ces jeunes aujourd'hui, ils sont à la rue et ils sont exposés, ces mineurs sont exposés à tout. Ce qui est fort préoccupant, c'est qu'en fait, ce sont les riverains qui semblent avoir formé une chaîne de solidarité autour de ces jeunes. Et on a presque envie de dire que l'État a démissionné. En tout cas, il y a une démission de l'État face à son obligation de résultat. L'État met en avant les moyens, enfin la métropole met en avant les moyens qu'elle déploie déjà pour accueillir les mineurs. Mais là, il n'y a pas une obligation de moyens, il y a une obligation de résultat. La loi et les circulaires de 2013 et 2016 sont très claires.
Tout jeune, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit son origine, doit être mis à l'abri pour être protégé dans sa sécurité, et sa santé et sa moralité. C'est le texte de loi, il est très clair, il n'est pas appliqué. C'est pour ça que je dis, ce ne sont pas les jeunes qui sont en situation irrégulière. C'est aujourd'hui la métropole et son président. Il y a un autre point qui me préoccupe. C'est que, là aussi, la loi est claire. Quand 5 jours ne suffisent pas pour évaluer la situation du jeune, parce que il faut éventuellement prendre attache avec l'ambassade de son pays d'origine, ou bien essayer de joindre la mairie de l'endroit où il est né. Parfois, ça prend plus que 5 jours pour que les papiers arrivent. Normalement, qu'est-ce qu'il est dit ? Le président du département ou de la métropole doit saisir le procureur. Et le procureur doit prononcer une ordonnance de placement qui permet aux jeunes de rester hébergés le temps que la vérification de sa minorité et de son isolement est faite. Aujourd'hui, le procureur sur le Rhône ne prend pas d'ordonnance de placement. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas sollicité par le président de la métropole ou c'est parce que le procureur ne veut pas le faire. En tout cas, on est dans une situation de blocage. Moi-même, depuis juillet, que je vois ces jeunes gens à la rue, et effectivement, j'ai été en tant que maire du premier alertée par des habitants qui m'ont dit pourquoi ces jeunes sont à la rue. Je me suis tournée vers la métropole, je me suis tournée vers Forum Réfugiés, qui sont compétents en la matière et qui ne dépendent pas de la mairie d'arrondissement. Et je leur ai dit pourquoi ces jeunes sont là. Et ils m'ont dit « Oh, ça va pas durer longtemps, on a eu une arrivée un peu plus importante que prévu, mais vous inquiétez pas, on va régler ça très vite. Ne vous en mêlez pas. » J'ai proposé une salle, cette salle des associations qui était vide, à la métropole et à Forum, en leur disant si vous avez besoin de plus de place, moi je vous la mets à disposition. Je n'ai pas eu de réponse. Alors au bout d'un moment, quand je voyais toujours ces jeunes à la rue, au bout de 10 jours, j'ai réuni les associations, j'ai réuni la coordination urgence migrants, j'ai réuni l'AMI, j'ai réuni la CIMAD, j'ai réuni Médecins du Monde, j'ai réuni RESF, j'ai réuni le Secours Populaire, et je leur ai dit voilà, j'ai cette salle, à votre avis, qu'est-ce que nous pouvons en faire ? Et ce qui a été convenu entre nous tous, c'était que cette salle, elle serait utile le soir et la nuit, parce que là, rien n'existe pour les jeunes, et puis également le week-end, où là aussi, ils n'ont aucun accompagnement. J'ai prévenu la métropole. Je leur ai dit, voilà, j'ouvre cette salle. Ce n'est pas de ma compétence. Certainement, cette salle, elle n'est pas aux normes. Certainement, cette salle, elle n'est pas assez confortable pour ces jeunes. On a dû installer des lits de camp. On a fait appel à la générosité des habitants. Et on a accueilli les jeunes comme ça. Mais la métropole n'a pas bougé. Et j'ai dit, attention, moi je ne pourrai accueillir que jusqu'au 31 août. Donc, anticiper la fermeture de ce lieu. En plus, ce n'est pas sa fonction première. Et les jeunes, on ne peut pas dire qu'ils y étaient bien. Couchés à 25 dans une salle qui fait 80 mètres carrés, ça peut être bon dans l'urgence, dans une urgence humanitaire, en période de canicule, quand les jeunes n'ont plus accès à l'eau. Parce que je veux quand même préciser que l'ancien maire de Lyon a coupé l'eau des fontaines dans nos jardins publics. Donc les jeunes n'avaient pas accès à l'eau. On est en période de canicule. Il n'y a plus qu'un bain-douche sur la ville de Lyon, qui est dans le 7e arrondissement. Donc, j'ai ouvert cette salle comme un acte d'urgence et humanitaire en demandant à ce que la collectivité reprenne ses responsabilités à partir du 31 août. J'ai écrit aussi à la ville de Lyon. La seule réponse que m'a fait la ville de Lyon, c'est de dire « Madame Perrin, nous ne vous autorisons pas à accueillir ces jeunes parce qu'ils sont mineurs. Si vous le faites, c'est en votre nom propre. Et s'il arrive quelque chose, on dégage notre responsabilité et vous engagez votre propre responsabilité pénale. » Ça veut dire qu'on m'a y compris mis face à mes responsabilités de citoyenne. On n'a pas vu là la maire d'arrondissement qui fait appel à la métropole et à la ville pour être aidée, parce que ces jeunes, parce que Forum Réfugiés est sur le premier, sont sur le premier. On m'a dit si vous ouvrez cette salle, c'est sous votre responsabilité et s'il y arrive quelque chose, c'est vous-même en votre nom propre qui serez responsable pénalement. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
vous qui vous joignez à nous, qu'à ce moment, ce soir, nous recevons Nathalie Perrin-Gilbert, qui est maire du 1er arrondissement de Lyon. Ce soir, elle nous éclaire sur la difficile et préoccupante situation d'une centaine de jeunes migrants qui aujourd'hui dorment à la Belle Étoile depuis le début de ce mois de septembre. Pendant un mois et demi à peu près, ils ont eu une solution provisoire proposée donc par la mairie de Lyon 1er avec des associations de cette même zone-là. Et aujourd'hui, ce sont les riverains, une chaîne de solidarité faite par les riverains et d'autres associations en fait qui font la solidarité, qui s'occupent de ces jeunes. On note beaucoup de manquements des autorités, l'autorité compétente. Madame Perrin-Gilbert nous précisait les dispositifs de la loi aujourd'hui qui, curieusement, semblent ne pas être appliqués. Et le gars me pose la question de savoir, mais comment expliquer, vous me direz, c'est pas à vous de me le dire, mais comment expliquer ce qui peut paraître une indifférence ou une négligence? Alors, tout d'abord, il y a quelque chose d'assez inquiétant dans notre pays, c'est la relativisation des droits fondamentaux et des droits humains. On voit que le droit au logement, qui est pourtant inscrit, y compris dans le code de l'action sociale, et avec le DALO et le droit au logement opposable a été mis en place, le droit au logement n'est pas appliqué dans notre pays aujourd'hui. La protection de l'enfance, non plus, est un droit fondamental qui n'est pas appliqué dans notre pays. Et moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est cette relativisation du droit. On dit, au regard de ce que l'on fait déjà, on ne peut pas faire plus. C'est comme, moi je vais faire un parallèle. Un automobiliste décide de ne pas rouler aux 80 km/h qui viennent de rentrer dans la loi. Il va être arrêté et il va dire écoutez, je pouvais pas, je fais déjà des efforts, mais ma voiture est un gros calibre, je peux pas rouler en dessous de 100. Au regard de, je peux pas appliquer la loi, voilà. Et aujourd'hui, un citoyen qui ferait ça, bien sûr qu'il serait pénalisé, bien sûr qu'on va lui mettre une amende. Et ben aujourd'hui, on a des collectivités qui disent on met déjà beaucoup d'argent, donc ça suffit, on peut pas respecter le droit et il faudrait que ce soit normal. Non. Pour moi, les élus de la République et les collectivités ont un devoir majeur de respecter la loi, le droit, d'autant plus quand c'est un droit qui concerne les plus vulnérables. Et parmi les plus vulnérables, il y a évidemment les mineurs et des mineurs qui ont connu un parcours extrêmement difficile pour arriver jusqu'en Europe et pour arriver jusqu'en France. Et on rajoute de la douleur, on rajoute de la souffrance à ce qu'ont connu ces jeunes. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Simplement aussi pour le non-respect de la loi, j'ai fait un recours gracieux auprès de la métropole pour dénoncer la non-application de la loi, pour montrer aussi comment les évaluations sont faites avec un caractère mécanique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la métropole s'est fixé un seuil de jeunes à héberger et elle s'est dit au-dessus, je ne peux plus héberger, j'ai plus la place. Donc c'est comme s'il y avait un quota. Et au-dessus du quota, on va se débrouiller pour dire que les jeunes sont majeurs. Et j'ai été très perturbée de lire dans les rapports faits que le jeune est jugé sur son apparence physique. On dit, ce jeune-là, il est trop grand ou il est trop costaud pour être mineur. Mais ça veut dire quoi? C'est de la discrimination. Donc pour moi, là aussi, il y a un non-respect grave et une atteinte grave aux droits de la personne. Et j'ai fait des signalements au procureur en ce sens. Depuis le mois d'août, j'ai fait 9 signalements au procureur pour demander des mises à l'abri immédiates. Comment expliquer qu'avec tout cet arsenal juridique dont vous nous parlez ce soir, qu'en plein Lyon, nous ne sommes pas très éloignés, en plein Lyon, ces jeunes sont là dans l'indifférence totale. Vous y avez apporté un début de réponse, mais on a le sentiment qu'en fait, comme c'est dans le premier, on pourrait le dire comme cela, je le dirais méchamment, hein, c'est chez Nathalie Perrin-Gilbert qu'elle s'en occupe. Est-ce qu'on peut penser ça? Moi, je vais pas rentrer dans ces considérations. Ce que je peux dire, c'est que la métropole ne m'avait absolument pas prévenu de l'ouverture et de l'installation de forums réfugiés en avril dans rue Néret sur le 1er arrondissement, et que j'ai pas pu, y compris travailler avec l'association en amont, même s'ils dépendent pas de moi, pour que d'abord apprendre à se connaître et réfléchir au fonctionnement. Après, ce qui m'interroge beaucoup, c'est que l'État finance l'accueil des jeunes. Il faut savoir que tout jeune qui est accueilli pendant 5 jours et dont la situation est évaluée pendant 5 jours de mise à l'abri, eh bien pour chaque jeune, l'État verse 250 € par jour. Ça veut dire que la métropole reçoit pour chaque jeune, s'il est hébergé 5 jours, comme la loi le prévoit,
reçoit de l'État 1250 €. Donc l'État ne se défausse pas sur la métropole. Quand M. Kimmelfeld dit on fait déjà beaucoup, on n'a pas les moyens, mais il y a un protocole qui est fixé, un forfait qui est fixé pour tout le territoire national. Parce que avant 2013, avant la circulaire de Madame Taubira, il y avait des grandes disparités. Il y avait des départements qui accueillaient les jeunes mieux que d'autres. Et l'État a voulu instaurer une égalité des chances, une égalité d'accueil pour les jeunes sur l'ensemble du territoire. Et donc, il a conclu un forfait avec les départements et avec la métropole en leur disant « Vous avez l'obligation d'accueillir les jeunes au moins pendant 5 jours et de réaliser cette évaluation pendant 5 jours. Et pour cela, on vous fait ce forfait. » Et on nous explique malgré tout qu'on n'a pas les moyens. Autre chose que je voudrais signaler, on a un nombre de bâtiments vacants sur la métropole. J'ai demandé au président en séance publique la liste de ces bâtiments vacants. Il n'a jamais voulu me les communiquer. Je lui ai écrit pour les demander, je ne les ai jamais reçus. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a demandé au Conseil de la métropole de janvier 2018 de verser 1,8 million d'euros pour télésurveiller ces bâtiments vacants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a des bâtiments vides qui appartiennent à la collectivité métropole sur toute la métropole, sur tout le territoire, et qu'on est capable de dégager un budget de 1,8 million d'euros simplement pour télésurveiller des bâtiments vides. Si ça, c'est pas du gaspillage, si ça, c'est pas de l'argent mal utilisé et qu'on pourrait utiliser pour conventionner avec des associations sur des bâtiments et accueillir ces jeunes mineurs qui sont à la rue correctement, moi, je ne comprends pas non plus cette politique-là. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous allons poursuivre donc nos échanges avec notre invité dans quelques instants. Le temps pour nous de faire un petit voyage sur le continent pour prendre quelques brèves et on retrouve notre invité dans quelques instants. Nous allons directement sur la côte ouest africaine, c'est au Sénégal où c'est par une lettre que le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais Abdoulaye Wade a rompu avec le président du groupe parlementaire de son parti, Madické Niang. Une lettre donc adressée à Abdoulaye Wade par des responsables du parti a mis le feu aux poudres. Le secrétaire général du PDS voit la main de Madické Niang derrière donc cette missive lui demandant de trouver une alternative à la candidature de son fils après l'invalidation de son inscription sur les listes électorales et le rejet de son recours par la Cour suprême. De la côte ouest africaine, on va à la corne de l'Afrique, c'est à l'est directement. L'Érythrée et l'Éthiopie rouvrent leurs frontières terrestres. Les dirigeants de l'Érythrée et de l'Éthiopie ont ouvert donc 2 points de passage de leurs frontières fermés depuis plus de 20 ans. Les postes frontaliers sont fermés depuis la fin des années 1990, lorsque la guerre a éclaté entre les deux pays à la suite d'un différend frontalier qui a coûté la vie à des dizaines de milliers de personnes. Et non, on va en Afrique australe où on parle de 57 assassinats par jour en Afrique du Sud. Selon les chiffres officiels, l'Afrique du Sud enregistre donc un nombre assez inquiétant, 57 assassinats par jour. L'Afrique du Sud a enregistré 20 336 meurtres au cours de la dernière année, soit une augmentation de 1320 meurtres par rapport donc à la même période de l'année précédente, a déclaré le ministre de la Police, Beki Sele. Cela signifie que 57 personnes par jour sont tuées. C'est à la limite une zone de guerre, a déclaré le ministre, visiblement en colère. Et on revient dans ce studio, on retrouve notre invité de studio qui est Nathalie Perrin-Gilbert, qui est maire du 1er arrondissement de Lyon. Elle dénonce et elle fustige ce qu'on pourrait appeler en des termes assez gentils comme cela, une indifférence, l'abandon en fait des jeunes mineurs isolés en provenance d'Afrique subsaharienne qui aujourd'hui dort à la Belle Étoile dans un parc du 1er arrondissement de Lyon. Et ils subsistent, ils essaient de vivre avec
on va dire, une solidarité organisée par des riverains qui aujourd'hui ont été rejoints depuis quelques jours par des associations portées par des migrants d'Afrique subsaharienne. Et pour y avoir été plusieurs fois, on a noté qu'il y a une réelle difficulté de coordonner tout cela, Madame le maire. Tout à fait. Je voulais juste revenir très rapidement sur l'indifférence que vous avez soulignée. Il y a un cynisme des politiques et des pouvoirs publics, parce que ces jeunes sont des mineurs, ce sont des mineurs qui n'ont pas la nationalité française, ce sont donc des mineurs qui ne votent pas, qui ne voteront pas, et hélas, il y a toujours ce souhait de soigner un électorat, et également toujours de se dire que peut-être l'électorat n'est pas prêt à ce mouvement de solidarité, et que peut-être trop accueillir pourrait nuire, et je voudrais vraiment m'élever en faux contre cette idée, et je rejoins là ce que vous venez de dire, à savoir que quand on a ouvert la salle du 20 juillet au 31 août, on a eu plus de 80 bénévoles qui sont venus tous les jours apporter des repas. J'ai des commerçants qui ont donné, des boulangers qui ont donné du pain, des viennoiseries. Il y a les commerçants du marché de la Croix-Rousse qui ont donné également des fruits. J'ai des traiteurs qui sont venus en solidarité. Et puis j'ai des habitants, des voisins, des riverains qui sont venus aussi être aux côtés des jeunes. D'une part parce que c'est des mineurs et donc on doit les protéger. Et puis aussi parce qu'ils ont besoin d'être écoutés, d'être entendus, de poser aussi un récit par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et ça a été très précieux de pouvoir recueillir cette parole. Alors en effet, depuis que ces jeunes ne sont plus dans la salle, et encore une fois j'insiste que la métropole n'a pas jugé bon de prendre le relais de l'action humanitaire que nous avions mis en place, eh bien ils sont dans les jardins, y compris parce qu'ils vont régulièrement à Forum, qui se trouve à côté des jardins de la Grande Côte, pour aller chercher une réponse. Est-ce que vous avez le retour de la métropole? Est-ce que oui ou non je vais être considéré comme mineur? Est-ce que oui ou non je vais bénéficier de la protection? Et donc ils restent sur le premier parce que tous les jours ils doivent aller à Forum pour avoir cherché une réponse. Et donc oui, les riverains, et c'est une très bonne chose, se sont mobilisés. À la fois celles et ceux qui étaient présents dans la salle à nos côtés, et puis des bénévoles de la communauté africaine qui sont soit du premier arrondissement, soit qui viennent d'autres arrondissements, soit d'autres villes de la métropole. Alors, ils n'avaient pas eu forcément écho de l'ouverture de cette salle, ni de la situation de ces jeunes, et pourtant, moi je n'ai cessé d'interpeller, y compris dans les médias, dans le journal Le Progrès, dans un certain nombre de médias en ont fait l'écho également. J'ai tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Ça pose aussi la question de l'information, comment se diffuse-t-elle parmi nous. Et là, oui, il y a une question de coordination, parce que quand on a 50, 60 jeunes qui dorment dans des jardins, eh bien, il y a ceux qui apportent la nourriture, il y a celles et ceux qui apportent plutôt, pour ne pas avoir froid, de quoi dormir, il y a celles et ceux qui vont assurer l'accès à l'hygiène, l'accès aux douches, et ça nécessite une coordination. Mais encore une fois, ça serait le rôle des pouvoirs publics d'organiser cette coordination-là. Moi, je souhaite que ce sujet ne soit pas un sujet de division, mais plutôt un sujet d'union. Un sujet d'union entre ces riverains qui ont envie de secourir ces jeunes, et puis ces membres de la communauté africaine qui ont envie également, bien sûr, de s'occuper de ces enfants, de leur porter aide. Et je crois qu'il ne faut pas, d'un côté, il ne faut pas voir nos différences autour de ces jeunes, mais il faut bien voir que nous poursuivons le même objectif, à savoir les protéger, à savoir les accueillir dignement. Et puis, il faut nous tourner ensemble vers la collectivité compétente, qui est la métropole, et éventuellement également l'État, pour qu'enfin l'état de droit pour ces mineurs soit respecté sur notre territoire. Et c'est les jeunes qui pâtiraient de division entre nous. C'est pour ça que j'appelle vraiment au dialogue, à la co-organisation, et puis unissons nos forces. C'est bien de l'entendre, parce que c'est pas évident sur le terrain. On retrouve effectivement des bénévoles qui ont leur volonté et qui voire souvent, ne savent pas trop faire, parce qu'il faut aussi une réelle expertise, une réelle expérience dans la gestion de ce genre de situations urgentes. Là, on est dans l'urgence aujourd'hui, mais on sait que cela ne peut pas durer très longtemps. Il y a eu une tentative de la métropole d'invisibiliser les jeunes. Dans le Progrès, Monsieur Kimmelfeld disait « C'est très bien que les citoyens accueillent les jeunes.
On ne peut pas tout faire, et c'est très bien que les citoyens, les habitants accueillent des jeunes chez eux. Je trouve ça tout à fait irresponsable. Parce que d'une part, c'est se dédouaner des moyens que la puissance publique doit mettre en place, et ça c'est la loi qui le demande. Et puis c'est ne pas avoir de contrôle, mais au bon sens du terme, sur les soins apportés aux jeunes, sa sécurité. Et puis on ne s'improvise pas du jour au lendemain éducateur spécialisé, infirmier. C'est des jeunes qui ont subi des traumatismes pour certains, et j'en ai amené quelques-uns à l'hôpital qui sont en mauvais état de santé, donc ils nécessitent un vrai suivi psychologique, également somatique. Donc ça ne s'improvise pas. S'il y a des familles d'accueil agréées par les départements, s'il y a des services d'éducation spécialisés, c'est bien parce qu'on a besoin de professionnels. Et mettre ces jeunes au domicile de particuliers, je trouve ça parfaitement irresponsable. Je l'ai dit tout de suite, et c'est pour ça qu'en tant que maire d'arrondissement, j'ai insisté pour que nous ouvrions une salle qui représente un accueil collectif. Si les jeunes sont accueillis collectivement, pour moi, c'était un gage de sécurité pour eux. Et en plus, que ce soit fait avec des associations, des bénévoles de Médecins du Monde, du Secours Populaire, de la CIMAD, d'RESF, c'était aussi apporter une garantie de sécurité parce que c'est des gens qui savent faire. Pendant que Madame le maire donc nous expliquait ce qui se vit sur le terrain, toute la difficulté des bénévoles, un auditeur nous a rejoint, Madame ou Monsieur. Bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir. J'ai envie de poser une petite question à Madame la maire. Allez-y. Je vous en prie. Je suis bien flatté, je suis bien ému de sa générosité à gérer, n'est-ce pas, ces jeunes qui sont en errance. Mais j'aimerais qu'on se penche un peu sur les causes de cette situation. Est-ce que Madame la maire peut nous dire d'où viennent ces migrants, pourquoi ces migrants sont là? Parce qu'il faut le reconnaître, il faut le dire. Arrêtons de faire la politique de l'autruche pour que cela ne se répète plus jamais. À chaque fois qu'il y a une invitation, à chaque fois qu'il y a une guerre en Afrique, on voit l'afflux massif des réfugiés en France. Donc, on va remonter le temps. Depuis le génocide au Rwanda, on a vu l'afflux des Rwandais ici. Au Congo, la guerre au Congo, on a vu l'afflux des Congolais. En Côte d'Ivoire, et cette fois-ci, c'était en Libye. Donc, est-ce que Madame la maire ne peut pas intervenir auprès de l'État français qui est la cause de cette situation? Parce que ce que nous gérons là, ce sont les effets. Est-ce qu'on peut remonter sur les causes? Il y a les causes profondes. Pour que cela ne se répète plus, que valent les milliards engrangés dans ces guerres? Parce qu'en fait, ces guerres sont des guerres d'intérêt. Ce sont des guerres qui rapportent à la France. Alors, si l'État français a engrangé tous ces milliards en Libye, en Côte d'Ivoire, pour des guerres de pétrole et d'intérêt, que valent ces mineurs? Que valent le secours auprès de ces mineurs? Merci. Donc, arrêtons l'hypocrisie, arrêtons la politique de l'autruche. Il faut dire les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Allons chercher la source pour que cela ne se répète plus. Est-ce que Madame la maire peut nous éclairer? Est-ce que Madame la maire peut nous dire si elle a l'intention d'intervenir plus haut, parce que la métropole, la mairie et les riverains, tout ça c'est du menu français. Est-ce qu'on peut aller, on peut remonter jusqu'à l'État? Merci pour votre question. On va laisser Madame la maire donc répondre. Alors, c'est tout à fait juste et je partage l'analyse qui est faite, et y compris la responsabilité de l'Europe et plus largement de l'Occident dans un certain nombre de conflits et de situations. Alors pour des intérêts économiques, pour des intérêts géopolitiques, il y a aussi un grand cynisme à avoir finalement contracté avec la Libye pour qu'elle serve de garde frontière pour l'Europe avec des traitements. J'ai des témoignages de jeunes qui sont passés par des geôles libyennes et c'est des traitements particulièrement dégradants, inhumains, avec des actes de torture. Donc oui, il y a une responsabilité de l'Occident et de l'Europe, et également sur la vente d'armes, et on pourrait énoncer, multiplier les exemples. Alors moi j'interpelle comment un maire peut interpeller l'État. J'interpelle d'abord nos députés. Il y a des députés on a 4 députés sur sur Lyon, et donc c'est aussi le rôle des députés quand ils sont à l'Assemblée nationale de porter aussi ce genre de questions. Ils sont à la fois élus nationaux et à la fois ils émanent d'un territoire, en l'occurrence le territoire de Lyon, qui connaît, comme d'autres villes, comme d'autres départements, la venue de ces jeunes. Et puis j'interpelle aussi quand même la métropole, parce que
on a voulu fonder une grosse métropole en disant voilà, c'est l'Europe des régions, c'est un fait métropolitain, il faut concentrer les richesses, on va être fort, il faut compter. Enfin, c'était tout le discours de monsieur Gérard Collomb notamment. Cette métropole, aujourd'hui, elle a une politique en matière de rayonnement international, de coopération décentralisée. Pour moi, la coopération, c'est pas seulement payer quelques voyages à quelques élus, à quelques chefs économiques, c'est aussi vraiment, chefs d'entreprise et médias éventuellement, c'est vraiment nouer des partenariats avec ces pays, avec d'autres régions, avec d'autres villes, pour réussir aussi à endiguer, comme vous le disiez, ces venues pour des raisons diverses. Par exemple, moi, ce que j'ai vu dans les 147 jeunes que nous avons accueillis dans cette salle, un jeune sur 2 vient de Guinée-Conakry. J'ai posé la question à la métropole en commission, justement rayonnement international, et je veux la poser en séance publique du 17 septembre prochain. Comment on peut expliquer qu'aujourd'hui un jeune sur 2 vient de Guinée-Conakry ? N'a-t-on pas des jumelages ? N'a-t-on pas une action à engager avec ce pays ou avec des régions de Guinée pour être justement d'abord dans une compréhension de ce qui se passe et puis ensuite dans le respect, bien sûr, dans un respect mutuel, voir quel type de programme on peut mettre en place. Ensuite, les jeunes viennent de Côte d'Ivoire. Ensuite, ils viennent du Mali, et dans une moindre mesure du Sénégal, et encore un peu après de Gambie. Mais les 3 pays qui se dégagent, c'est donc Guinée-Conakry, Côte d'Ivoire et Mali. Je crois qu'on a un devoir à aller discuter avec ces pays, ces régions, pour voir quelle coopération on peut mettre en place. Moi, les jeunes avec qui je discute, certains sont partis pour des raisons politiques, avec des parents, des familles qui étaient menacées, parfois assassinées et qui se sont enfuis. Pour d'autres, c'est des raisons familiales, parce que comme ici en France, ça reste des mineurs, ils sont en prise avec parfois des situations familiales compliquées, ils cherchent protection et parfois ils partent avec un grand frère, avec un oncle et ils se disent je vais aller un peu plus loin, je vais essayer de trouver du travail, voilà. D'autres veulent venir étudier. Ils veulent étudier, ils viennent de pays francophones et ils veulent étudier la langue française. Ils veulent avoir un avenir économique, un avenir pour eux, citoyens, et ils se disent, et ils ont encore le rêve européen, ils ont encore le rêve de la France en eux. Ils se disent, je vais venir étudier en France, perfectionner mon français, apprendre un métier, quitte ensuite à repartir peut-être dans mon pays. Enfin, ça, c'est la trajectoire du jeune ensuite. Mais il y a ce désir de venir en France complet, parce qu'ils sont souvent allés à l'école française. Et donc, il y a cette envie de poursuivre un cursus. Donc oui, vous avez raison, il faut absolument engager le dialogue avec ces pays d'Afrique subsaharienne. Alors, pour comprendre, Madame le maire, on l'entend, mais est-ce que c'est réalisable? Parce qu'on on fait une autre lecture, on a l'impression qu'en fait, ce que ces guerres enclenchent semble avoir un intérêt supérieur à des vies humaines. Parce qu'aujourd'hui, lorsque il y a un flux massif, en fait, de jeunes qui montent, on va bloquer les frontières, mais ils arrivent toujours. Bien sûr. Ils arrivent toujours et ils arrivent déjà encore plus au péril de leur vie. En ayant connu des parcours encore plus redoutables et difficiles. Certains périssent, on le sait, en Méditerranée. Certains m'ont fait part aussi de leur sauvetage en mer et des conditions et la peur qu'ils ont eu aussi en traversant ces pays. On peut aussi quand même parler en traversant la mer, on peut aussi parler de l'accueil en Italie. C'est-à-dire qu'ils arrivent en Italie, en Sicile, ils restent dans ce qu'ils appellent des campos pendant plusieurs mois, sans accès aux soins, sans accès non plus à l'école, et donc ils préfèrent en effet quitter l'Italie et rejoindre un pays qu'ils espéreront plus accueillant. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'Europe, il va falloir aussi harmoniser nos politiques d'accueil et d'un accueil digne. Mais vous avez raison, tant que l'intérêt politique, géopolitique, économique primera sur les droits humains,
eh bien nous n'arriverons pas à résoudre cette question sur le fond. Et je pense que là, nous avons tous une responsabilité. Les élus, à quelque niveau qu'ils soient, les associations, également les citoyens, à faire pression. Là, on a vu la marche pour le climat. On est en capacité de faire pression sur nos gouvernements sur l'urgence climatique. Eh bien, il faut que nous puissions faire pression sur l'urgence des droits humains et dire que on se sent... l'Europe est belle quand l'Europe est accueillante. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Si Venise est si belle, comme on me l'a dit, si elle est si splendide, comme on l'a décrit, ton plus beau cadeau d'amour viendra de Venise, ma doudou. Une balade vespérale le long des quais ou sur une gondole royale, l'eau sous la pagaie, chantant avec le vent, l'amour qui fête le temps. C'est avec une fleur de Venise que je viendrai prendre ta main. S'il me faut ramer du port de Nice, je braverai tous les requins juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Juste pour un jasmin. Et le ciel dégagé, la flamme du soleil, les tourtereaux en vol, le chant des abeilles célèbre avec candeur. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous rentrons dans le dernier cadre de ce magazine. Nous recevons ce soir Nathalie Perrin-Gilbert, qui est maire du 1er arrondissement de Lyon. Elle a accepté de nous consacrer un peu son temps pour nous éclairer sur cette situation assez dramatique et préoccupante que vivent des jeunes migrants, une centaine et visiblement tous des mineurs qui sont aujourd'hui vivent grâce à la solidarité des riverains du 1er arrondissement et de quelques associations d'origine, portées par les personnes d'origine d'Afrique subsaharienne depuis le début de ce mois de septembre. Ça devient très difficile et je vais évoquer un point qui a été assez difficile pour Madame le maire. En début de mois, il y a un jeune groupe venu de Paris qui sont venus en solidarité. Il y a eu un malentendu et là on a vu, la difficulté aujourd'hui que vous avez en tant qu'élu, en tant que maire de cet arrondissement-là. Oui, parce que peut-être dans l'imaginaire, et c'est bien normal, la maire ou le maire peut tout. Alors d'abord, il faut savoir que je suis maire d'arrondissement. Et un maire d'arrondissement, à Lyon, comme à Paris, comme à Marseille, n'a pas les mêmes prérogatives qu'un maire d'une commune. Voilà. Et donc, déjà, je suis limitée par ce statut de maire d'arrondissement. Après, comme je l'expliquais en début d'émission, la compétence légale appartient à la métropole. C'est-à-dire que quand moi j'ouvre la salle, d'un point de vue humanitaire, dans l'urgence, en disant ces enfants, on ne peut pas les laisser dehors
tout l'été. En plus, l'été, la ville est déserte. C'est plus compliqué d'aller à l'hôpital. Parfois, on a la passe d'Édouard Herriot qui est fermée. Enfin, les associations sont fermées parce que les personnes sont en vacances et c'est bien normal. Et donc, les jeunes se trouvaient véritablement isolés et seuls dans les jardins pendant l'été et c'est encore plus dramatique. Quand j'ai ouvert cette salle, la seule réponse qui m'a été faite, c'est pas votre prérogative, cette salle elle est pas aux normes, s'il arrive quelque chose, vous serez responsable pénalement en votre nom propre. Donc c'est pour illustrer la complexité d'agir. Forum est sur le 1er arrondissement et ma foi, ils sont les bienvenus sur le 1er arrondissement. Je n'ai aucun souci avec le fait que ce lieu d'accueil existe, sauf que ce lieu d'accueil, il faudrait qu'il soit multiplié par 4. Avoir 25 places simplement pour accueillir, dans une ville comme Lyon, pour accueillir des mineurs isolés étrangers, des mineurs non accompagnés, c'est ridicule 25 places. Comment a-t-on pu penser que 25 places suffiraient pour accueillir dignement chaque mineur? Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est que ce qui existe sur Lyon 1er existe par exemple sur Lyon 7e, ou existe sur Villeurbanne, ou existe sur un autre lieu de la métropole, pour que les jeunes puissent être accueillis dignement et qu'aucun ne reste à la rue. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, les bâtiments existent, il y a des bâtiments vacants à la métropole, il y a des budgets qui existent et en plus l'État donne des budgets. Donc moi, en tant que maire, je prends toute ma part. J'ai ouvert cette salle en responsabilité et dans l'urgence. J'ai fait 9 signalements au procureur pour attirer son attention sur des situations dramatiques. J'ai mis à l'hôtel, sur les budgets de la mairie, quelques jeunes en urgence absolue. Je me suis quand même retrouvée avec 2 jeunes filles venues de RDC, une de 13 ans, une de 14 ans, qui sont venues toquer à la porte de la salle d'hydro que nous avions ouverte, envoyées par Forum Réfugiés en leur disant « Allez là-bas, vous serez peut-être accueillis ». Ces 2 jeunes... Attendez, excuse-moi, je veux comprendre. En fait, des mineurs envoyés par Forum Réfugiés qui est mandaté. Oui, mais ils sont pleins. Et donc, comme la métropole ne répond pas, comme le procureur ne fait pas d'ordonnance de placement, eh bien, d'abord, ces 2 jeunes filles ont dormi une nuit dehors, à la rue, près d'un poste de police, m'ont-elles expliqué. Et la deuxième nuit, c'est Forum qui les a accompagnés devant la salle de la marmite, en leur disant « Allez là, on pourra vous accueillir ». Sauf que nous, comme Forum, on accueillait majoritairement des garçons, parce que ce sont surtout des jeunes garçons qui ont traversé leur pays, le désert, la mer, etc., et qui arrivent. Ces 2 jeunes filles, je ne pouvais pas les accueillir dignement ainsi. Et donc, j'ai payé sur mon budget de mairie des nuitées d'hôtel. Le temps, et j'ai fait un signalement au procureur, et là, comme par magie, il y avait 2 places qui se sont libérées à l'IDEF pour accueillir ces 2 jeunes filles. Et ce qu'on a osé me dire, c'est que les 2 places, elles existaient, mais que c'était les 2 jeunes filles qui avaient mal compris. Enfin, je veux dire, là, j'ai repayé 2 nuitées pour 2 jeunes que j'estime dans des conditions de santé extrêmement préoccupantes. J'ai dû faire des signalements santé au président de la métropole. Il y a un jeune qui avait une maladie génétique du sang assez commune en Afrique subsaharienne et qui cause des douleurs articulaires aiguës, des douleurs oculaires aiguës. Il était en pleine crise. La drépanocytose. Voilà. Il avait été diagnostiqué déjà dans son pays, il n'avait pas ses traitements. Et ce jeune, il est resté plusieurs jours dans la rue avant de venir à la marmite. On l'a bien sûr accueilli, on l'a amené à l'hôpital. On l'a fait prendre en charge pour des premiers soins à l'hôpital et j'ai fait un signalement à la métropole pour enfants en danger, pour enfants malades. Et parce que j'ai fait ce signalement, il a été pris en charge. Et pourtant, il s'était présenté à Forum Réfugiés comme mineur, comme malade avec ses douleurs et on lui a donné un rendez-vous au bout de 10 jours. Et si on n'avait pas été là, il serait resté 10 jours à la rue. Donc, il faut bien comprendre que j'ai mis en place tout ce que je pouvais faire. Mais c'est un aspect humanitaire et ça dépasse largement mes compétences. Je ne suis pas une bénévole ni une directrice d'association humanitaire, je suis une élue. Mon travail, c'est de faire de pression auprès des élus qui sont en responsabilité. Quand j'écris au procureur, quand j'écris au défenseur des droits, quand j'écris à David Kimalfeld, président de la métropole, quand j'écris au maire de Lyon, quand je menace de faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, voire devant le Conseil d'État si la loi n'est pas respectée, j'estime que je fais mon travail d'élu. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux personnes venues de Paris. Je comprends leur colère et le désarroi.
de voir des mineurs, des jeunes mineurs africains à la rue et si mal pris en charge. Ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que en invectivant les bénévoles, les habitants qui les avaient accompagnés durant tout l'été, ces jeunes, et en s'en prenant à la mairie du 1er, vraisemblablement ils n'avaient pas tout le contexte en tête et ils se trompaient de cible. Et que on doit plutôt travailler ensemble, mais à condition aussi d'être clair sur la manière de faire et sur les objectifs que l'on suit ensemble. Si on est d'accord que notre seul objectif, c'est que le droit soit respecté sur Lyon, comme il est respecté sur d'autres territoires en France, eh bien là, on peut travailler ensemble, bien évidemment. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Le temps qui nous est imparti arrive inexorablement vers la fin. 1 heure d'émission semble être passée presque déjà. Et aujourd'hui, vous nous expliquez effectivement la difficulté que vous avez à gérer cette situation qui n'est pas évidente. Et pour comprendre, parce que là, le froid va arriver. Le froid va arriver et l'urgence, on se débrouille tant bien que mal avec le réseau de bénévoles qui est là. Mais seulement, la vraie question reste là. Comment résoudre cette question? Comment faire? On a tous les moyens pour le faire. Il faut simplement de la volonté politique. Quand vous dites on, la métropole, les élus de la métropole, et je vais réinsister le 17 septembre en séance, ils ont la responsabilité légale de le faire. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut bien savoir que le président de la métropole est aujourd'hui en situation d'illégalité. Il est illégal de laisser des jeunes dehors. Il est encore plus illégal de laisser des jeunes de moins de 15 ans dehors, et on en a déjà répertorié 7 jeunes de moins de 15 ans, particulièrement vulnérables. Donc, la métropole doit se remettre dans les clous de la légalité. Pour cela, il y a des financements de l'État qui existent, encore une fois, j'insiste. Il y a des bâtiments vacants qui existent sur la métropole. La preuve, on les télésurveille et on les vidéosurveille. Et il y a des budgets. Il faut bien se dire que la métropole, c'est d'abord 1,5 million d'habitants. Comment peut-on nous dire qu'on n'est pas en capacité d'accueillir 100 jeunes mineurs dans une métropole qui compte 1,5 million d'habitants, et dans une métropole qui a un budget annuel de 3 milliards d'euros quand on ajoute investissement et fonctionnement. Et pour moi, aujourd'hui, ces jeunes ne sont pas la cause des difficultés, ils en sont un symptôme et ils mettent en lumière le déficit de toutes nos politiques publiques. Il faut savoir que depuis plusieurs années, Monsieur Collomb, aujourd'hui Monsieur Kimmelfeld, sabre les budgets. On a fermé des centres, des internats. Par exemple, sur la Croix-Rousse, l'internat Favre, qui accueillait l'enfance en danger, justement. On ferme des structures. On n'embauche plus des personnes, ou on ne remplace plus les départs à la retraite. Parce qu'on dit les fonctionnaires, ça coûte cher. On fait des économies. Et on fait des économies essentiellement sur les secteurs de la proximité et du social. Par contre, sur d'autres secteurs, là, on va dépenser parfois sans compter. Donc, c'est une volonté politique dont on a besoin, des choix politiques et budgétaires. Sur ces 3 milliards d'euros, oui, on peut réinvestir des locaux vacants qui existent aujourd'hui et contractualiser avec des associations qui savent accompagner les jeunes. Madame le maire, alors on ne fera pas une politique fiction, mais on va essayer. Politique fiction. Si de la métropole, on n'obtient pas une véritable solution d'ici là, que fait-on de ces jeunes qui sont là à la rue? À un moment donné, va se poser, et je le dis de façon très solennelle, l'ouverture de locaux vacants. Je veux dire, à un moment donné, est-ce qu'on prend la responsabilité de laisser des jeunes à la rue, ou est-ce qu'on prend la responsabilité d'ouvrir un local, d'ouvrir un bâtiment et ma foi de l'organiser au mieux pour accueillir les jeunes dans de bonnes conditions? Entre la responsabilité de laisser les jeunes à la rue, aux prises au froid et à toutes les prédations qui existent dans la rue, à tous les réseaux possibles et imaginables, n'est-il pas préférable de prendre la responsabilité d'ouvrir un lieu, de le réhabiliter, mais là aussi en essayant d'accueillir les jeunes avec toute la protection dont ils ont besoin et qu'ils nécessitent. Et là-dessus, il faudrait que nous arrivions à travailler avec les associations, avec des partenaires. Mais c'est une question qui va se poser. La question va se poser et
comme je l'ai dit, on n'est pas en fiction, mais on va essayer de faire de la politique fiction. Il va falloir le faire. Et si la métropole n'apporte pas des solutions concrètes et efficaces, que fera-t-on de ces jeunes qui sont à la rue? J'ai tout répondu à la même question. Vous me direz, que voulez-vous faire dire? Puisqu'ils sont chez vous aujourd'hui, ils sont dans le premier arrondissement et on finit par croire que c'est vous. Enfin, on finit de dire, ceux qui n'ont pas les bonnes clés de lecture finissent par se croire que vous qui les avez hébergés provisoirement dans une salle et cette salle-là elle n'est même pas adaptée. Elle n'est pas adaptée, c'est bien le problème. Vous savez, je fais partie des rares mairies d'arrondissement qui se sont confrontées à l'époque à Monsieur Collomb, aujourd'hui au maire de Lyon, pour que la loi PLM soit appliquée à Lyon. La loi PLM, c'est la loi Paris-Lyon-Marseille. Et cette loi dit qu'un certain nombre de bâtiments doivent être gérés en proximité par les mairies d'arrondissement. Il faut savoir que la loi, si elle est appliquée à Paris, n'est pas appliquée à Lyon. Et par exemple, un maire d'arrondissement, je n'ai pas, je vais dire simplement la main sur les gymnases, sur les écoles. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu une volonté de centralisation du pouvoir. L'ancien maire de Lyon n'a jamais voulu que les maires d'arrondissement puissent bénéficier de toutes les prérogatives qui peuvent leur incomber, d'avoir les budgets qui permettent l'entretien de ces bâtiments. Et donc la loi n'est pas respectée, si bien qu'après avoir ferraillé politiquement pour expliquer cela, ne parvenant pas à faire entendre raison au maire de Lyon, j'ai traduit la ville de Lyon devant le tribunal administratif. Et à la fin de l'année, les délibérations seront closes et il va pouvoir y avoir un jugement. Et moi, ce que j'espère, c'est que la loi PML sera enfin respectée et que les maires d'arrondissement, les 9 maires d'arrondissement, auront plus de prérogatives et pourront gérer les bâtiments dans la proximité. Aujourd'hui, on me dit, est-ce que vous pouvez ouvrir un gymnase ? Je dis, hélas, non, parce que c'est du personnel municipal qui dépend de la ville de Lyon qui ouvre et ferme ces gymnases. Et donc, je suis un petit peu pieds et mains liés par ce non-respect de la loi. Merci beaucoup, Nathalie Perrin-Gilbert, de vous être prêtée à ce jeu et de nous avoir apporté tout cet éclairage. Merci à vous. Parce que, pour vous le dire simplement comme cela, pour avoir arpenté les rues de Lyon, pour être venu à cet endroit-là, et je vous en remercie. Pour certains, c'est la maire qui nous a mis les jeunes dehors et la mairie qui ne fait rien. Merci pour cet éclairage. J'espère que le message sera passé. Merci encore. Bonne soirée. Merci. Et bonne chance. Merci à vous. Amis auditeurs, notre magasin arrive à son terme. On vous retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Maki Pluriel. Maki Pluriel. Maki Pluriel. Non, 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 tout le monde va danser. Allons-y. Ha, ha. Vamos bailar. Mon orange, je l'ai gardée pour ma belle. Quand elle reviendra, je la lui donnerai.